Et on va aller à Kiev tout de suite retrouver Elise Phillips en direct pour BFM TV parce que c'est vrai qu'on regarde attentivement la carte, les mouvements de troupes du côté de Kherson. L'armée russe dit les avoir entamés. Qu'en est-il réellement ? Eh bien, après avoir annoncé hier après avoir annoncé hier après les annonces d'hier soir, il est vrai que la Russie aujourd'hui a annoncé avoir commencé à retirer ses troupes de la ville de Kherson pour les disposer sur la rive gauche du Dniepr. Donc si l'on en croit ces annonces qui ont été faites par le ministère russe de la Défense, eh bien Moscou aurait commencé ces manœuvres de ces unités, mais ces informations elles n'ont pas été confirmées par l'armée ukrainienne. Ici à Kiev, on appelle à la prudence, à la méfiance même, en parlant même de prétendu retrait. Il est vrai que ça pose beaucoup de questions ici à Kiev. On se pose la question de savoir pourquoi la Russie a annoncé de manière aussi officielle à la télévision retirer ses troupes de la ville de Kherson, ce qui peut paraître comme étant une défaite. Et puis surtout, pourquoi est-ce que les troupes russes abandonneraient Kherson avant même de mener la bataille pour garder le contrôle de cette ville qui est pourtant si stratégique? Parce qu'on le rappelle, Kherson, c'est la seule capitale régionale que la Russie a réussi à conquérir au tout début de la guerre et elle est présentée comme étant extrêmement stratégique. Donc ce soir, les Ukrainiens restent prudents. Ils s'attendent à une ruse, un piège tendu par les Russes dans la ville de Kherson avec par exemple beaucoup de mines ou des saboteurs qui seraient postés dans les rues de la ville. Les Ukrainiens s'attendent donc à devoir continuer à se battre pour garder le contrôle de cette capitale régionale, mais en parallèle, l'armée ukrainienne continue d'avancer dans le sud du pays. Tout à l'heure, elle a annoncé avoir repris 12 localités par exemple. Et il est vrai que si les Russes venaient à se retirer définitivement et pour de bon de la capitale régionale de Kherson, eh bien ça constituerait un revers majeur pour Vladimir Poutine et une victoire pour l'armée ukrainienne. Elise Phillips en direct de Kiev avec Sébastien Savoie pour BFM TV. On va en parler avec Lise Gosset, avec notre consultant défense, le colonel Michel Goya, Pierre Laurin. Avant d'écouter le président ukrainien, Pierre Laurin, c'est une défaite pour Poutine ce repli? Est-ce que c'est une défaite ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'armée russe se replie sur la rive gauche du Dniepr, qui est facile à tenir. Je crois que là, à l'approche de l'hiver, il est vraisemblable que ce que veulent les Russes, c'est fortifier la partie qu'ils ont conquise. Si vous voulez, dans la région de Kherson, la ville en elle-même se trouve en très grande partie sur la rive droite du Dniepr et il y a une petite partie sur la rive gauche. Depuis des semaines, les Russes évacuent la rive droite, Kherson rive droite, pour conduire les habitants, les dispatcher dans la zone environnante. Je crois que ce qui est important pour les Russes aujourd'hui, c'est de tenir le terrain. Et pour tenir le terrain, la seule solution valable, c'est de fortifier la partie qui a déjà été conquise. Pierre Laurin, pourquoi vous ne voulez pas dire c'est une défaite? Vous avez dit une défaite ou pas? Pourquoi ce n'est pas une défaite? Ce retrait de Kherson, qui est la seule ville qui était vraiment occupée par les Russes depuis le début, pourquoi ce n'est pas une défaite? Ou bien est-ce une défaite pour vous? Pour moi, personnellement, ce n'est pas une défaite. Pour les Russes, ça peut être une défaite. Tout dépend. Non, c'est la question que je vous pose. Est-ce que pour les Russes, c'est une défaite? C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas quel est le plan qui est derrière. Voilà. On ne sait pas ça. Quelle est la stratégie? Alors c'est une ruse? C'est une ruse? Peut-être pas une ruse, mais je crois qu'à l'approche de l'hiver, ils prennent des positions qui permettent de tenir. Et donc, je pense que Kherson était difficilement défendable s'il n'y avait pas un apport massif de troupes qui aurait manqué à d'autres secteurs du front. La méfiance, elle est du côté aussi du président ukrainien. On va l'écouter. Hein. Il est très prudent sur l'annonce de ce retrait. Les Russes sont prêts à défendre cette région et ils ne sont pas prêts à quitter Kherson. Ils se préparent sérieusement, mais nous sommes aussi sérieusement préparés à ces évolutions. Mais nous ne considérons pas cela comme une seule opération. Nous avons une stratégie et des directions différentes. Pourquoi cette méfiance, Ulysse, alors? Parce qu'effectivement, les Russes annoncent se retirer, mais dans combien de temps vont-ils le faire? Dans quelles conditions le feront-ils? On sait déjà que la ville est particulièrement bien minée, si j'ose dire. Il y a des pièges partout, donc même si ce n'est pas une ruse, c'est en tout cas une ville qu'il va falloir réinvestir après
près de 9 mois d'occupation, une ville qui a été en partie détruite. Les Russes ont saboté pratiquement toutes les installations d'alimentation d'eau, d'électricité. Donc, il va falloir d'abord reprendre le contrôle de la ville, s'apercevoir si oui ou non il n'y a pas des agents russes qui restent à l'intérieur, qui pourraient éventuellement accueillir les Ukrainiens avec des tirs ou tout simplement pour les anéantir. Donc c'est dangereux la reprise de cette ville. Ensuite, jusqu'où les Russes vont-ils aller et combien de temps ça va prendre? Est-ce qu'ils vont faire traîner les choses? Moi, j'ai le sentiment qu'ils préparent l'hiver. C'est-à-dire qu'en réalité, même si Pierre Laurent ne veut pas admettre que c'est une défaite, il est clair que pour Poutine, qui avait annexé cette ville et toute cette région il y a à peine un mois et qui en avait fait une partie du territoire de la Fédération de Russie... Attention, la majorité de la région de Kherson reste sous contrôle russe. Oui, mais la ville qui en est la capitale, c'est comme si vous disiez Paris est occupé et c'est pas grave. Non, mais Kherson est aujourd'hui libéré, si j'ose dire, des Russes, progressivement. Et donc, c'est véritablement pour Poutine une véritable humiliation personnelle. Et c'est une véritable défaite. Alors, pourquoi il faut s'en méfier? Parce qu'effectivement, le scénario n'est pas écrit. On ne connaît pas la durée, on ne connaît pas les moyens, et surtout, on ne sait pas les pièges qui ont été laissés par les Russes. Donc, il faut être très prudent. Mais les services de renseignement américains, comme tous les observateurs militaires, ont constaté que depuis des mois, le retrait se préparait. Après, il sera difficile aux Ukrainiens d'aller plus loin que Kherson, la rive droite, puisqu'il faudra franchir le fleuve. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une ligne de démarcation sur laquelle, d'ailleurs, tout peut se figer et peut peut-être commencer plus tard des négociations? Bonsoir. Alors, déjà, pour répondre à votre question vite fait, non, le fleuve ne protège pas les Russes, contrairement aux Ukrainiens, mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'une moitié de l'Ukraine se trouve déjà sur la rive gauche et les Ukrainiens peuvent traverser ce fleuve quand ils veulent, où ils veulent, en dehors, donc ils peuvent passer par le nord. Mais je voulais quand même participer un tout petit peu à ce débat de défaite ou pas défaite, parce qu'il se trouve que j'ai un sentiment de déjà-vu. J'ai rencontré Pierre Laurent pour la première fois sur ce même plateau début avril, où il racontait que le retrait de l'armée russe du nord de Kiev et du nord de l'Ukraine, ce n'était absolument pas une défaite, c'était pour se fortifier, pour camper dans le Donbass et pour préparer une conquête et la solidification des territoires conquis. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on n'utilise pas ce terme des territoires conquis. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Il y a quand même la loi internationale, il y a les frontières internationalement reconnues. Il n'y a pas la loi du plus fort qui vient et qui peut conquérir quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il n'y a pas eu d'évacuation des populations et il y a surtout eu la déportation des populations et l'utilisation de populations civiles comme bouclier humain pour couvrir le mouvement de troupes. La seule chose, c'est qu'il y a 2-3 semaines, nous ne savions pas quel mouvement de troupes ça couvrait exactement. Est-ce que c'était dans un sens ou dans l'autre? Pour renforcer Kherson ou pour évacuer? Ce que nous voyons maintenant, c'est qu'apparemment, c'était pour évacuer. C'était plutôt pour évacuer les soldats russes, parce que c'était les seuls qui étaient évacués. Les populations civiles étaient déportées pour être utilisées comme un bouclier humain. Alors, en ce qui concerne le mois d'avril, je suis d'accord avec vous, mais vous m'accorderez tout de même que les Russes ont conquis une grande partie du Donbass et des régions qu'ils ont annexées dernièrement, après notre... Quasiment c'était à partir du mois de mai. Mis à part les Lysychansk et Severodonetsk, aucun. Le nord de la région de Lugansk a été occupé, Michel Goya pourra le confirmer, avant le mois d'avril, et depuis... Mariupol. Oui, Mariupol, Lysychansk, Severodonetsk. Mariupol, c'est en mai. Voilà, mais sinon, pour le reste... Donc, j'avais raison, contrairement à ce que vous dites. Mais bon, ça, ce n'est pas le problème. Vous disiez aussi qu'il y avait des crimes de guerre massifs. Pour revenir à Kherson, ce qui est important, c'est que, effectivement, les Ukrainiens peuvent passer par le nord. Il n'y a aucun problème à franchir le Dniepr. Le problème, c'est, une fois qu'ils l'ont franchi, de parvenir à la région en question. Par ailleurs, les capacités d'artillerie russes sont suffisamment importantes dans la zone pour pouvoir menacer lourdement une ville comme Kherson, alors que les capacités ukrainiennes sont obligées de disperser leurs cibles parce que les troupes russes
ne sont pas dans une ville, justement. Elles sont réparties sur un plus large territoire. On parle beaucoup de la stratégie russe, alors ce repli pour faire quoi? Mais moi, je voudrais qu'on parle aussi des Ukrainiens, parce que les forces ukrainiennes, on l'a appris aujourd'hui, ils continuent de progresser, ils ont pris une douzaine de villages. Mais peuvent-ils vraiment, les Ukrainiens, aller plus loin, au-delà de ce fleuve? Parce qu'on imagine bien que les Russes ne vont pas laisser les Ukrainiens aller jusqu'en Crimée comme ça. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, il y a cette nouvelle phase de la bataille de la tête de pont. Les Russes sont en train d'organiser une phase de bataille de repli, une manœuvre rétrograde. Techniquement, c'est assez compliqué. D'ailleurs, ce sera un test de savoir si les Russes sont capables de faire ça ou si ça va tourner à la catastrophe. Et les Ukrainiens poussent devant cette manœuvre de repli. Alors, j'ai un peu de mal avec cette notion de piège. L'idée de piège éventuel, l'idée de la manœuvre de repli, on appelle ça en termes militaires manœuvre de freinage. Oui, on freine l'ennemi, on met des mines, des pièges, on piège les localités. Il y a des combats qui vont essayer de retarder autant que possible. Les Ukrainiens le savent, ça. Oui, non, bien sûr. C'est une manœuvre. D'où la surveillance qu'ils font, parce qu'on voit les images de surveillance des mouvements de troupes par les drones ukrainiens. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une manœuvre militaire tout à fait normale et classique. Et les Ukrainiens vont probablement progresser. Soit ils pressent très fort pour essayer de casser un peu leur but, ce sera de faire le plus de mal aux forces russes. Mais probablement, ils seront très prudents. Le moment le plus critique, ce sera le franchissement du fleuve par toutes ces forces russes. Ouais. Et là, ce sera très compliqué pour... Combien de milliers d'hommes qui doivent passer? On estime qu'il y a à peu près 15 000 hommes qui doivent rester sur la tête de pont. Donc ça va être, je pense que ça va être assez critique à ce moment-là. Qui deviennent des cibles à ce moment-là. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, effectivement, une fois que toute cette tête de pont et la ville de Kherson seront conquises, le Dniepr devient un obstacle. C'est clair, il ne peut pas être franchi comme ça et les manœuvres vont s'arrêter là, ce qui ne va pas empêcher les combats non plus. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est que l'artillerie ukrainienne va pouvoir, elle, avancer le long du Dniepr et va pouvoir frapper beaucoup plus loin, y compris aux limites de la Crimée, des positions qui se trouvent en Crimée. Donc il y aura probablement une bataille d'artillerie qui va se jouer à ce moment-là et un déplacement des combats non plus dans la région de Kherson, mais ailleurs. C'est-à-dire que les forces ukrainiennes importantes, vous avez 40 000 hommes qui sont déployés là dans cette zone, une grande partie sera déployée ailleurs pour attaquer ailleurs. D'accord, mais est-ce que ça consiste à se retirer, limiter les pertes, gagner du temps pour former l'ensemble des 200 000, 250 000 ou aux 3 000 appelés russes, et puis ensuite reconstituer le front, reconstituer la stratégie et revenir... Pardon pour l'expression, mais revenir au printemps, quoi, en fait. Oui, non, mais la seule stratégie russe militaire valide possible, c'est de tenir c'est d'avoir une posture défensive, tenir une ligne de front le plus longtemps possible, et puis attendre ces fameux 200 000 mobilisés qui sont encore en Russie et qui, dont les Russes espèrent qu'ils vont permettre de changer le rapport de force, en tout cas de transformer leur armée. Là, il y a des images qui nous parviennent depuis l'armée russe, des images de l'armée russe. Et on est à Sébastopol, en Crimée. On voit des jeunes militaires russes qui se préparent en Crimée à défendre ce territoire. Parce que c'est l'objectif maintenant des Ukrainiens. C'est très clairement l'objectif pour les Ukrainiens. D'ailleurs, le président Zelensky, il l'a dit plusieurs fois, il l'a réitéré plusieurs fois, que tout a commencé par la Crimée et ça se terminera par la Crimée. C'était l'une des raisons pourquoi les Ukrainiens ont commencé les frappes qui s'intensifient avec le temps en Crimée. Alors d'abord de manière tout à fait discrète et qui frappent de plus en plus fort, et on peut espérer, on peut penser, en tous les cas, je ne vois pas pourquoi les Ukrainiens s'en priveraient, qu'une fois que la Crimée, les bases militaires en Crimée sont à la portée de l'artillerie ukrainienne qui peut, elle, frapper beaucoup plus loin que l'artillerie russe, ils vont le faire. Surtout, notamment, moi, je pense à l'infrastructure ferroviaire, parce qu'il y a d'importants nœuds ferroviaires qui se trouvent tout au nord de la Crimée et qui sont actuellement utilisés pour les renforts, pour le ravitaillement de troupes russes au sud de l'Ukraine. Donc là, je pense que ça sera la cible de premier choix pour l'armée ukrainienne, pour, par la même occasion, couper le ravitaillement par la Crimée des forces qui se trouvent au sud de la région de Donetsk et de Zaporijia. À la question, Zelensky doit-il négocier avec Poutine? On en est loin, là.
Mais de toute manière, à partir du moment où les deux parties disent qu'il faut négocier à partir de leur position et qu'il n'y a pas de position médiane, il est impossible qu'il y ait une amorce de négociation. Il faudrait que les deux parties acceptent de tenir des positions un peu moins extrêmes. Donc, si l'un dit « nous gardons tout » et l'autre dit « les Russes doivent partir », il est clair qu'il n'y aura pas de négociation, du moins pour l'instant. En revanche, ce qui est très clair dans la situation actuelle, c'est que pour la Russie, ce qui est réellement, d'une certaine forme, la victoire, c'est d'avoir récupéré les territoires le long de la rive gauche du Dniepr, parce que ça correspond en gros aux positions du traité d'Androusovo en 1667, qui accordait, c'était un traité entre la Pologne et la Russie, qui accordait à la Russie ses territoires, et qui ont été d'ailleurs confirmés par un traité de paix éternelle avec la Pologne en 1686. Et là, c'est symbolique. Pour les Russes, c'est symbolique. Pour nous, ça ne signifie rien, mais pour eux, ils récupèrent un territoire ancestral. Non, mais vous plaisantez, vous croyez que les Russes, ils connaissent le traité d'Androussiv ? D'Androusovo, oui, bien sûr qu'ils le connaissent. Alors, premièrement, le traité d'Androussiv, mais c'est dans le cadre, c'était encore l'époque où déjà l'Ukraine n'était quasiment pas associée à la Russie. C'est un traité entre les Ukrainiens et les Polonais. Absolument. Dans le cadre de notre guerre civile, dans laquelle, la Russie n'avait rien à voir. Moi, j'ai rien à voir avec la Russie. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est peut-être... Mot de la fin, Ulysse Gossuet. Vous parlez du XVIIe siècle, moi je vais rappeler que à Kherson, il y avait les ossements de Grigori Potenkin, qui était l'amant de la grande Catherine II, qui avait occupé notamment la Crimée. Qu'ont fait les Russes avant de partir ? Eh bien, ils ont emmené les ossements pour les ramener en Russie. Si cela, ce n'est pas le symbole de la défaite, peut-être qu'ils réoccupent certains territoires sur la rive gauche, mais là, ils emmènent les symboles même de l'époque tsariste à laquelle vous faites référence. On peut dire que ce soir, la position russe est quand même très délicate après 9 mois de guerre. Merci, messieurs. L'actualité continue, bien sûr, sur BFM TV dans un instant avec Yves Calvi.